Bonjour, je suis Cyrine Benmamou, je suis docteure en neurosciences et thérapeute. Et dans ma dernière vidéo qui date du 15 juin 2017, je répondais à la question « Pour guérir du traumatisme, faut-il en connaître l'origine ?» En tout cas, j'avais déjà amorcé une réponse et je terminais sur une question qui est la suivante. Qu'est-ce qui bloque la résilience ? Alors j'ai représenté sur mon tableau trois explosions rouges qui représentent les traumas. Donc les traumas, ce sont des événements qui peuvent être à l'origine d'un stress post-traumatique, pas toujours, puisqu'une autre issue possible, et heureusement, une autre issue possible des traumas, c'est la croissance post-traumatique. Donc je vous expliquais ça la dernière fois, je ne vais pas le répéter, mais à la toute fin, la chose qui était vraiment importante de souligner, c'était de savoir qu'est-ce qui bloque la résilience. Ce blocage, je l'ai représenté par cette barre jaune sur mon schéma, donc la résilience qui nous empêche d'aller vers la croissance post-traumatique. La croissance post-traumatique, c'est simplement devenir une version de soi qui est plus épanouie, déjà intérieurement, dans le sens d'identité personnelle, plus épanouie sur le plan relationnel, plus épanouie dans l'accomplissement dans tous les domaines de la vie. Donc, cette croissance post-traumatique, c'est le fait d'utiliser les traumas, les drames, pour se développer et devenir encore meilleur. Lorsque la résilience est bloquée, lorsque la résilience est ce qui nous permet d'aller de vivre cette croissance post-traumatique, eh bien, on reste dans une forme traumatique, dans des schémas récurrents, par exemple des difficultés amoureuses, des difficultés à vivre une relation amoureuse durable qui nous nourrit sur le plan affectif, parce qu'il y aurait eu des échecs importants, des deuils, ou une enfance difficile que l'on n'a pas su transformer en capacité de mieux aimer, de mieux s'aimer soi-même, d'être meilleur amoureux ou amoureuse. C'est un exemple parmi 1000 que je pourrais vous donner. Et donc, il est vraiment important de connaître qu'est-ce qui bloque la résilience. Je vous citais la dernière fois Boris Cyrulnik, que certains appellent le pape de la résilience, tellement il a contribué à populariser et à expliquer ce concept fondamental. Lui nous dit que ce qui bloque la résilience, c'est la honte, le non-sens et l'isolement. Et en fait, j'ai vraiment terminé là-dessus la dernière fois. Et c'est en lisant vos commentaires que j'ai compris qu'il fallait que j'aille un peu plus loin. D'abord, merci pour tous vos commentaires. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous lire, de voir qu'il y en a parmi vous qui prennent carrément des notes. Et vous savez à quel point prendre des notes consolide vraiment les prises de conscience, les apprentissages et permet de concrètement mettre à profit ce qu'on apprend. Et vous me le confirmez à chaque fois que je vous lis, toutes les personnes qui me disent « à force de vous écouter ou à force de prendre des notes et de revenir sur mes notes, j'ai réussi à intégrer plein de nouvelles connaissances et plein de cette compréhension dans ma vie et de me guérir de mes traumatismes. » Alors bravo, merci pour vos commentaires. Et je dois vous dire que j'ai pris conscience, par exemple, que la honte était mal comprise. Il y a des personnes qui m'ont dit, soit dans les commentaires, soit des personnes que j'accompagne directement, m'ont dit, moi, c'est ni la honte, ni le non-sens, ni l'isolement mon problème. Elles me disaient, moi, ce qui m'empêche de m'épanouir et de surmonter des blocages, c'est que je porte des secrets. Je suis obligée de me taire, de ne pas parler de certaines blessures qui sont en moi, de certains événements que j'ai vécus. Je me sens isolée, même si j'ai une vie de famille, une vie sociale, je me sens isolée parce que je dois cacher des choses de moi par peur de choquer, par peur d'accabler mes proches, s'ils savaient ce qui m'est arrivé. J'ai peur aussi qu'ils ne comprennent pas comment ce qui m'est arrivé a pu m'arriver, qu'ils ne comprennent pas les choix que j'ai pu faire dans ces situations. Il y a des personnes qui ont peur d'être jugées, d'être abusées davantage, voire carrément chassées de leur famille ou punies. En tout cas, il y a toutes sortes de craintes qui font que beaucoup de personnes se taisent
pour se protéger elles-mêmes, pour protéger leurs proches d'une souffrance inutile, ou protéger une quelconque cohésion sociale ou statut, ou en tout cas, pour toutes sortes de bonnes raisons, ces personnes restent enfermées avec une part de leur vie ou une part de leur être. Eh bien, il se trouve que ce genre de manifestation et ce genre de vécu, ça entre dans le syndrome de la honte. Et souvent, on ne le sait pas. La honte, généralement, on pense à la honte que va ressentir une personne qui commet un crime ou un abus, ou qui enfreint une loi ou une valeur, ou une entente même implicite, tacite. Et souvent, on pense à la honte de celui qui pose des actes honteux. Ça, on le comprend facilement. Qu'un pédophile peut ressentir de la honte, qu'un voleur peut ressentir de la honte, parce qu'il sait quelque part que ce qu'il fait n'est pas accepté, ou est inacceptable d'un point de vue culturel et social, ou du point de vue même de son éthique personnelle. Et il y a des victimes parfois qui sont honteuses de ce qu'elles ont vécu, ça existe. Il y a des personnes victimes d'abus ou victimes d'événements dramatiques qui ne ressentent pas de la honte parce qu'elles savent que d'abord elles sont victimes, innocentes, que donc il n'y a pas lieu de vivre de la honte. Mais comprenez que le fait de ne pas pouvoir partager, de porter un secret, d'être enfermé avec le poids d'une histoire que l'on ne sait pas dire, ça fait partie de la honte. D'ailleurs, je vais vous montrer sans plus tarder le livre de Boris Cyrulnik. Je reviens. Oups. Ce livre, donc, qui s'intitule « Mourir de dire ». C'est le titre principal, « Mourir de dire la honte ». Et je vais vous lire simplement le début. Vous allez comprendre. Si vous voulez savoir pourquoi je n'ai rien dit, il vous suffira de chercher ce qui m'a forcé à me taire. Les circonstances de l'événement et les réactions de l'entourage sont co-auteurs de mon silence. Si je vous dis ce qui m'est arrivé, vous n'allez pas me croire, vous allez rire, vous allez prendre le parti de l'agresseur, vous allez me poser des questions obscènes, ou pire même, vous aurez pitié de moi. Quelle que soit votre réaction, il m'aura suffi de dire pour me sentir mal sous votre regard. Donc ça exprime bien le malaise profond qui est vécu dans le fait de partager quelque chose qui s'est passé ou de partager une réalité intérieure. Ça c'était mon commentaire à moi, vous l'avez compris, donc je reprends la lecture. Je vais donc me taire pour me protéger. Je ne mettrai en façade que la part de mon histoire que vous êtes capable de supporter. L'autre part, la ténébreuse, vivra sans un mot dans les souterrains de ma personnalité. Cette histoire sans parole gouvernera notre relation parce que des mots non partagés, des récits silencieux, je m'en suis raconté dans mon fort intérieur, interminablement. Je ne vais pas vous faire toute la lecture, mais ça vous donne un minuscule échantillon de la complexité du phénomène de la honte et de l'importance de l'identifier chez soi. Donc, je vous encourage très fort à lire ce livre. Et donc, merci pour vos commentaires. Ça m'a permis de voir que mes explications étaient insuffisantes et que si je voulais vraiment vous aider, je devais aller un peu plus loin. Et vous savez que c'est ma motivation à faire ces vidéos pour vous. C'est de partager des informations, de partager des connaissances qui m'ont été très utiles dans mon cheminement, qui sont utiles aux personnes que j'accompagne, que je ne pourrais pas vous partager directement parce que vous êtes aux quatre coins du monde et que peut-être que vous n'avez pas accès à des thérapies ou à des cheminements, oui, qui peuvent être coûteux, ou parfois vous n'avez pas dans votre région, proche de chez vous, quelqu'un qui pourrait, par ces informations, déjà vous accompagner. Donc, j'ai décidé de faire ça, c'est ma manière de contribuer à mon échelle à un monde meilleur. En tout cas, c'est le souhait que je formule, sachant que de toute façon, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, je sais que vous aurez la sagesse de les laisser de côté. Donc, allons-y, je vais reposer mon livre.
et je reviens vers vous pour vous dire donc que le thème d'aujourd'hui, c'est comment quitter la honte. Donc j'ai 3 vidéos qui sont la suite de la dernière. La première, c'est quitter la honte. La deuxième, c'est créer du sens. Et la troisième, c'est sortir de l'isolement. C'est vraiment les 3 thématiques qui bloquent la résilience. Alors comme je vous l'ai dit il y a un instant, les manifestations de la honte toxique, celle qui nous enferme, celle qui nous maintient dans le traumatisme, c'est un enfermement dans un secret pour se protéger soi ou pour protéger l'autre ou pour protéger le groupe. La conviction profonde de ne pouvoir être compris, accepté, respecté par l'autre ou par les autres s'ils savaient ce qui nous est arrivé. Et cette honte toxique a toujours pour origine une blessure ou un délabrement de l'estime de soi. Et c'est souvent inconscient. C'est pour ça que je vais un petit peu plus loin. Lorsqu'une chose est inconsciente, il est beaucoup plus difficile d'avoir du pouvoir pour la transformer. Il peut être douloureux parfois de découvrir des blessures et c'est toujours nécessaire pour pouvoir faire des choix conscients pour guérir les blessures. Alors, ça c'est la honte toxique, mais je voudrais vous rappeler que la honte, comme toute émotion, n'est pas mauvaise en soi, qu'il y a des facettes positives ou lumineuses de la honte et des facettes sombres qu'on peut qualifier de négatives si on veut, en tout cas de par leurs conséquences. Alors l'aspect positif ou constructif et même nécessaire de la honte, c'est qu'en ressentant la honte, on peut parfois prendre conscience que l'on est en train d'enfreindre des lois, des règles, nos propres valeurs, une éthique personnelle. C'est pour ça que j'ai dit que cette honte, c'est la gardienne de l'éthique individuelle, des valeurs communes et aussi du sentiment d'appartenance. Quelqu'un qui... Tiens, ça m'est arrivé il y a quelques semaines d'ici, j'étais dans un magasin, j'achetais du tissu pour faire des rideaux. Donc c'était un magasin qui vend du tissu d'ameublement. Et vous savez, dans ces magasins, il y a de très très longs comptoirs pour que les vendeuses puissent dérouler le tissu, mesurer et couper la longueur qu'on demande. Et donc j'étais là avec mon rouleau de tissu, il y avait beaucoup de monde, et c'était un immense comptoir avec 3 vendeuses, et donc chacune avait plusieurs mètres de chaque côté. Et j'ai regardé, j'ai essayé de choisir la file la moins longue, et je me suis mise, il y avait une personne avant moi, je me suis mise en attente, mais j'avais vu les personnes qui étaient aux 2 autres extrémités, j'étais au milieu. Et pour une raison mystérieuse, à un moment donné, les 2 vendeuses des 2 bords ont disparu. Et donc, les personnes qui attendaient, une personne en particulier qui attendait à l'autre bout, elle s'est rabattue au milieu, là où j'étais. Et c'est à ce moment-là que la personne avant moi finit d'être servie. La vendeuse se tourne vers moi, mais la dame dit « Bah là, j'étais là avant quand même ». Mais elle ne l'a pas dit de manière agressive ni rien, c'est juste une petite contestation. Mais la vendeuse, elle était là, elle l'avait pas vue. Moi, je l'avais vue, cette dame, et c'est vrai qu'elle était là avant moi. Maintenant, j'aurais préféré passer tout de suite et pas attendre encore. Mais par honnêteté, par respect, vraiment, pour mon éthique personnelle, pour les valeurs que j'ai envie de voir fleurir en société, j'ai dit à la vendeuse, c'est vrai qu'elle était là avant moi. Il n'y a rien qui m'obligeait à le faire. Mais je l'ai fait. Et je sais que si je ne l'avais pas fait, je me serais sentie honteuse. Et ce que j'ai vécu, c'est une espèce de précurseur de honte, ce dialogue intérieur qui a fait que j'ai choisi l'honnêteté, le respect. D'ailleurs, elle m'a remerciée, on a eu une belle conversation en attendant. Et c'était très bien. Et c'est pour ça que je parle du sentiment d'appartenance, parce que, vous savez, nous vivons malheureusement une époque où les tissus sociaux sont fracturés. Il y a énormément de blessures, pas juste familiales, mais communautaires. Et parfois, c'est des petites choses comme ça qui font que on reprend confiance dans, j'allais dire, l'espèce humaine,
c'est insuffisant, hein. Je sais que c'est une anecdote banale en soi, mais pour moi, c'est la somme de tous ces petits choix de respect qui font que la vie ensemble devient pas juste plus agréable, mais sécurisante, qu'on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Et nous avons besoin de ce sentiment d'appartenance, parce qu'autrement on vit dans l'insécurité, on vit même dans la paranoïa. Alors Dieu sait si nous avons besoin de restaurer ces valeurs. Et la honte est essentielle pour pouvoir vivre en cohésion sociale, en harmonie, parce que c'est cette émotion qui nous alerte et qui nous dit « t'es en train de faire un truc qui est pas bien là ». Petit ou grand, c'était pas dramatique si j'étais passée devant elle, ça l'aurait frustrée, elle aurait vécu une injustice. Nous avons besoin de la honte. Donc la honte n'est pas mauvaise en soi. Elle devient mauvaise lorsqu'elle contribue à délabrer l'estime de soi et qu'elle renforce finalement l'isolement. Donc c'est de ça qu'il faut se méfier. C'était une parenthèse que je trouvais importante à ouvrir, parce que les personnes qui ne vivent pas la honte vont transgresser, vont abuser et contribuent à perpétrer ces traumas qui nous poursuivent, et on sait que c'est aussi une transmission transgénérationnelle. Donc, ressentir la honte comme ressentir toutes les émotions, c'est vraiment important pour alerter notre attention et nous forcer à nous questionner sur ce que nous sommes en train de vivre. Et si j'applique ça à la question de la résilience qui nous permet de passer du stress post-traumatique à la croissance post-traumatique, moi je vous dis, dans vos ressentis, c'est vrai pour la honte, c'est vrai pour toutes les émotions, questionnez-vous sur si j'écoute ma honte, si je reste enfermée dans ma honte, où est-ce que ça m'amène ? On mesure la pertinence de la honte avant tout dans les conséquences à long terme de choix que nous faisons. Je vous donne un autre exemple. Quand j'ai commencé à filmer des vidéos pour les mettre en ligne, j'étais tellement nulle, j'étais incapable de faire plus que quelques phrases sans bafouiller et sans me décourager. La qualité des vidéos que je faisais était tellement médiocre que j'aurais eu honte de les mettre en ligne. C'est une question de fierté personnelle. Il y avait un minimum pour moi de qualité dans ma manière de communiquer que j'exigeais de moi pour mettre ces vidéos en ligne. Ça m'a pris 1 an et demi pour être en mesure de produire une vidéo que j'ai trouvée suffisamment potable pour mettre en ligne. Quand je regarde les premières vidéos que j'ai mises en ligne, je me dis que j'étais moins bonne qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre vous me l'ont fait remarquer que je m'étais améliorée. Donc merci parce que ça m'encourage. Pour moi, c'est un gros effort. Non pas que j'ai pas envie de vous parler. J'ai envie de vous parler, c'est ce qui fait que je continue. Mais le plus difficile, c'est d'être seule dans une pièce à parler devant un objet. Alors qu'auparavant, moi, j'ai donné des conférences dans des salles avec des personnes. Je pouvais parler pendant 3 heures sans problème. Donc, je vous le dis, 1 an et demi. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai pas fait ça à temps plein, évidemment, mais dans mon processus d'apprentissage et d'acquisition de compétences, j'ai fait énormément d'efforts, mais la honte de ce que je produisais me retenait de le mettre en ligne. D'accord ? Et ça me maintenait dans une forme de stagnation qui était de ne pas être en mesure de réaliser mon projet, de communiquer, de partager. Et vous savez ce qui m'a permis de continuer, entre autres, à part mon acharnement et ma persévérance, enfin ça c'est les qualités qui m'ont permis de continuer, mais c'est une autre forme de honte. J'aurais été honteuse toute ma vie si je n'avais pas été en mesure de vous parler, de partager ces informations. J'ai trouvé un jour une citation qui résumait en une phrase ce qui est ma pensée profonde et ma motivation à faire ce que je fais. Ça tombe bien, c'est aussi une phrase de Boris Cyrulnik qui dit la chose suivante: le savoir humilie ceux qui n'y ont pas accès. Et ça, pour moi, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé de surmonter tous les obstacles qui seraient sur mon chemin
pour communiquer des choses que je trouve vraiment fondamentales pour le bien-être de l'humanité. Moi, j'ai envie de vivre dans un monde où les gens sont heureux, où les gens se sentent en sécurité, où c'est des clichés, hein, je sais, mais c'est tellement vrai de vivre dans l'amour, la coopération, plutôt que de se faire la guerre. Donc, c'était vraiment pour vous montrer que la honte, moi, je la mets vraiment dans la balance et je me dis, si je suis cette honte, où est-ce que je vais? Donc, si je suis la honte de ne pas partager, ça m'amène à exprimer le meilleur de moi, ça m'amène à faire des efforts pour grandir et pour être en mesure de faire ce que je fais. Je ne peux pas vous donner un exemple plus concret que ça. Et je vous encourage vraiment, dans vos vies en général, de mesurer la pertinence de la honte en vous confrontant à vos valeurs et aux conséquences de vos choix. C'est-à-dire, qu'est-ce que la honte vous révèle comme valeur personnelle ou collective que vous êtes en train de transgresser? J'espère que c'est clair. De toute façon, vous me le direz dans vos commentaires si c'est pas clair. Et donc, gardez à l'esprit simplement comment se manifeste une honte toxique pour vous assurer de ne pas rester enfermé avec vos secrets ou avec vos complexes, comme moi qui n'osais pas montrer mes vidéos. Je vais vous donner un exemple qui est plus de l'ordre de mémoire traumatique ou d'événements traumatiques. Même si je pourrais relier ma difficulté à parler devant une caméra à des événements traumatiques, mais je ne veux pas vous déballer ma vie. Je vais vous donner un exemple. Il y a des personnes qui ont vécu par exemple une agression sexuelle, voire de l'inceste, et qui n'osent pas en parler, même pas à leur partenaire sexuel. Je suis pas en train de dire qu'il faut dire tout et toujours et à tout le monde. Hein. Je ferai des nuances tout à l'heure. Mais il y a des personnes qui s'enferment dans ce secret et qui ne réalisent pas que pour avoir une vie amoureuse, une réelle connexion, un véritable amour, il est important de développer une intimité et que le sentiment de sécurité affective, le sentiment d'appartenance dans le couple, ça passe aussi par dévoiler des vulnérabilités. Il y a des personnes qui ne soupçonnent pas à quel point les secrets dans lesquels elles s'enferment, par rapport à leur vie passée, leur empêchent de construire des relations profondes, riches, durables. Il y a des personnes, et ça j'ai vu ça parfois, il y a des personnes qui brandissent leur trauma, qui exhibent, je veux dire, les pans les plus sombres de leur existence, les événements les plus difficiles, quasiment avec fierté, et qui restent bloqués dans ce discours de raconter toujours ce qui leur est arrivé, mais qui n'en font pas un point de départ pour aller ailleurs. C'est-à-dire qu'ils restent bloqués dans le besoin de dire encore et encore. Ce comportement répété de vouloir absolument raconter ce qui est arrivé, les horreurs, ça enferme la personne dans une identité de victime et des fois ça cache le même besoin de gratification extérieure, de soutien extérieur qui cache un manque d'estime de soi, de solidité intérieure. Comprenez que la dernière chose que je voudrais faire, c'est de juger des personnes qui souffrent, qui ont souffert, qui ont vécu des tragédies personnelles ou collectives comme des génocides. Je sais l'importance de dire ce qui s'est passé, de dénoncer les crimes, de dénoncer les génocides et de reconnaître explicitement et publiquement le tort qui a été fait à ces personnes-là. D'accord ? Ça pour moi c'est clair, net, non négociable. Il est vraiment important dans la réparation, il est vraiment important de reconnaître le tort qui a été fait. Ça, oui. Je mets en garde contre une forme de glorification des blessures qui fait qu'on reste aussi bloqué dans
le traumatisme et qu'on ne s'autorise pas à dépasser ça pour se développer, pour aller ailleurs, pour quitter finalement cette identité de victime et devenir ce que l'on est destiné à devenir. Simplement parce que ça peut cacher aussi une difficulté à restaurer l'estime de soi. Quand on a sans cesse besoin de se faire dire par l'extérieur qu'on est une bonne personne, qu'on n'aurait pas dû subir ça, etc., c'est que quelque part, ça ne s'intègre pas intérieurement. C'est cette petite nuance que je voulais faire. J'espère que c'est compris comme un commentaire constructif et non pas comme une critique, parce que c'est pas une critique. Je mets en garde contre le statut social de victime à vie. C'est vraiment aussi un frein au développement et à la croissance. Mais je vous dirais que le pire, selon moi, dans tout ce que la honte peut englober, c'est la forme inconsciente de honte qui nous maintient dans une version limitée de nous-mêmes, qui par le poids des secrets, des tabous, de l'isolement, de ne pas savoir comment dire les choses, à qui les dire, quand les dire. Ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles souvent les personnes se taisent. Il y a des personnes qui voudraient s'exprimer, qui voudraient mettre en dehors ces blessures et qui ont besoin de développer un langage, un discernement de quand le dire, comment le dire. Et que ça peut être aussi en soi un des chemins de la croissance post-traumatique. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit déjà la dernière fois et à d'autres reprises, la résilience, le chemin de la résilience, c'est vraiment un chemin le long duquel on acquiert des compétences. On prend conscience de ce qui nous manque. Et parce qu'on choisit la vie, et non pas la survie, on décide de se donner les moyens d'acquérir ces compétences, ce savoir-faire qui nous manquait. C'est ce qui fait toute la différence, c'est ce qui permet à certaines personnes, par exemple, de sortir de la honte. Boris Cyrulnik en parle très bien dans son livre. Il n'est pas le seul, mais je ne peux pas vous donner 200 références. Parfois, les mots sont difficiles à trouver. C'est pour ça que beaucoup de personnes blessées s'expriment par l'art, que ce soit le dessin, la peinture, le chant, la danse, le roman. Écrire son histoire sous forme romancée peut être très libérateur. Je connais plusieurs personnes qui l'ont fait. Toute forme d'expression va permettre d'avancer sur ce chemin de résilience. Il y a les mots, il y a les images, il y a les relations, il y a toute autorisation que l'on se donne pour enfin déposer le poids de ce passé et s'autoriser à vivre vraiment dans plus de légèreté, plus de liberté. Et c'est ce qui permet de construire la confiance qui remplace la honte progressivement et qui reconstruit cette estime de soi qui a été délabrée par les circonstances. Et ce que je vous invite à adopter, c'est vraiment une attitude positive, non pas la pensée positive qui consiste à nier la douleur ou les difficultés, à vouloir simplement se focaliser sur le positif. Mais quand je parle d'attitude positive, c'est vraiment toujours de vous dire, mon ressenti là, que ce soit de la honte ou autre chose, est-ce qu'il me maintient dans le traumatisme, dans le stress, dans l'enfermement, dans le silence, ou est-ce qu'au contraire il me permet d'être moi-même, de m'exprimer. Donc cherchez toujours qu'est-ce qui vous met sur le chemin, pour laisser toujours la part de vous-même qui vous inspire le plus émerger, s'exprimer. Je sais que c'est difficile. Sortir de la honte, c'est une des choses les plus difficiles. D'abord parce que la honte est souvent inconsciente, et puis parce que c'est lorsqu'on vit dans la honte, c'est comme un lieu de vie. Et quitter ce lieu de vie, ce connu, peut être extrêmement insécurisant. Et c'est vraiment
un des éléments pour lesquels il est fondamental de se faire aider par une personne empathique, sécurisante justement, qui va être là pour vous. Lorsqu'on a été enfermé avec des secrets ou avec des parts de soi que l'on n'ose pas montrer au monde, on ne va pas du jour au lendemain commencer à déballer tout à tout le monde. Ça peut être aussi en quelque sorte dangereux de s'exposer trop vulnérable trop vite. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui rient, qui posent des questions obscènes, qui ne comprennent pas, qui nous jugent. Donc ces craintes, elles sont souvent fondées. Ce qui est problématique, c'est lorsque l'on ne trouve personne à qui partager. Donc d'où l'importance de se choisir un contexte. Souvent un accompagnement thérapeutique va être un chemin intéressant de libération, mais ce n'est pas le seul. Ce qui est important, c'est de trouver un lieu dans lequel on va être vu, entendu dans le respect et la sécurité. Je vais terminer là-dessus. Peut-être vous donner une autre référence, je reviens. En plus du livre de Boris Cyrulnik que je vous recommande chaudement, il y a celui-ci, S'affranchir de la honte. Je vous affiche aussi la référence au tableau. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qui est dit dans ce livre, mais de toute façon, c'est rarement le cas, n'est-ce pas? Néanmoins, c'est un livre qui est extrêmement bien fait, très fouillé, et qui donne beaucoup d'outils d'auto-accompagnement. Je sais que c'est un livre je connais plusieurs personnes qui ont fait un gros bout de chemin grâce à cette lecture, en s'appuyant sur cette compréhension vraiment approfondie pour se donner les moyens de se libérer de ce qui les maintient dans la honte. Donc, c'était les deux références que je voulais vous donner aujourd'hui. Troisième référence, c'est de vous inscrire sur mon site formation.cyrine.com si vous souhaitez avoir accès à la formation de 4 heures sur le traumatisme dans laquelle j'explique ce qu'est le traumatisme, ce qu'il n'est pas. Je vous donne les caractéristiques du traumatisme, 8 pièges du traumatisme et 9 pistes pour sortir du traumatisme. Vous avez aussi accès au vidéoblog dont la vidéo d'aujourd'hui. Et il y aura aussi prochainement d'autres programmes plus avancés. Donc revenez régulièrement sur ce site si vous voulez être au courant de ce que je fais. Vous aurez à vous créer un code d'accès personnel qui sera votre code d'accès pour tous les programmes que vous voudrez consulter. Et évidemment, laissez-moi des commentaires à propos de cette vidéo-ci. Est-ce que ça vous a aidé? De quelle manière? Quelle est votre réalité à vous et comment vous utilisez ces connaissances sur la résilience pour avancer dans votre vie? Je suis toujours ravie de vous lire. La prochaine vidéo, ça va être donc sur comment créer du sens pour activer la résilience. Je vous retrouve donc bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.